Bonjour à tous. Un petit update sur ce projet qui date de plusieurs années et qui, je vais le repréciser, n'aurait jamais vu le jour et serait jamais arrivé jusque-là sans la filière. Donc, c'est la bonne occasion pour faire une vision globale. Euh, pour ceux qui ont jamais vu, mais je vais aller rapidement parce que ça fait plusieurs fois que je le présente, le principe du projet, c'est d'incrémenter de façon prospective euh, pour les enfants qui présentent un syndrome néphrotique idiopathique, cohorte et les données de cette cohorte, les incrémenter de façon prospective. Euh, on a, on récupère du coup pour les enfants qui sont inclus dans cette cohorte les données au diagnostic, y compris avec des questionnaires directement administrés par les patients ou par leurs parents en fonction des âges, concernant notamment la qualité de vie ou l'adhésion au traitement. On a les données à la fin du traitement initial, qui sont corticosensibles ou pas. Et puis, on a des données de suivi annuel et des données qui s'accumulent avec les années, des données qui correspondent aussi aux rechutes, aux éventuelles complications, qui permettent d'avoir une vision globale de la cohorte, assez macro, mais qui permettent d'avoir un recensement au final assez fin des patients, même si les données elles-mêmes ne sont pas assez fines. Le principe, c'est pas juste d'avoir une cohorte, mais c'est d'avoir une base de comparaison pour pouvoir nicher dans cette cohorte des essais. Et là, on arrive à cette phase-là à l'heure actuelle. Enfin, on va commencer cette phase-là. L'idée, c'est d'avoir une cohorte observationnelle donc suffisamment grande au sein de laquelle on pourrait retrouver des patients éligibles pour une question donnée, un nouveau traitement ou une stratégie thérapeutique particulière. Les patients sont éligibles. Donc, on repère les patients éligibles dans la cohorte. On sépare le groupe en deux, un groupe expérimental, le traitement pour lequel on pose la question, et un groupe pour lequel on fait rien, soins courants, et pour lequel finalement on récupère de façon de base les données de mesure régulière. L'objectif principal dans la plupart de ces études sera la rechute, bien sûr, pour cette maladie. Et du coup, ce projet permet avec la même base, avec la même structure, sans avoir à recommencer à zéro, d'avoir des projets qui s'accumulent les uns après les autres, en parallèle ou à la suite les uns des autres. Bien sûr, on n'est pas sur une stratégie d'essai randomisé contrôlé double aveugle. Le niveau de preuve sera euh, plus faible, on sera plus proche des essais pragmatiques, mais l'idée, c'est d'être réactif, opérationnel et de ne pas mettre 10 ans pour monter un projet là-dessus. Donc, c'est ça le principe, hein. Donc, la cohorte, elle est au milieu là. Euh, c'est les cliniciens, bien sûr, aidés de professionnels de la recherche qui remplissent la base de données avec donc une aide logistique financée par la cohorte à l'heure actuelle. Un conseil scientifique représenté par les centres de référence, la Société de néphrologie pédiatrique et bien sûr Orchid. On est en discussion, pour l'instant, ce n'est pas opérationnel, avec les associations de patients pour qu'il y ait une interaction aussi directe des patients avec la cohorte. Je vais vous en reparler juste après. Et puis, bien sûr, tout ça, c'est pour lancer des études cliniques. Très rapidement, l'organisation, euh, justement financée par la filière, et que la France est divisée en 6 interrégions. Sur chacune de ces interrégions, il y a un médecin coordonnateur, un technicien de recherche ou un attaché de recherche clinique qui coordonne un petit peu la remontée des données, qui sont des données de la vie courante, au travers de la région, qui permettent d'accumuler les données dans l'accord. On a passé donc la première étape qui était la preuve de concept et montrer que ça fonctionne. Voilà, vous voyez, ça fait 4 ans maintenant que le projet est lancé, un peu plus de 4 ans maintenant. Bon, un petit passage à vide parce qu'on l'a lancé juste avant le Covid. Du coup, il y avait un petit électroencéphalogramme plat au départ, et on s'est vite rattrapé après avec une dynamique qui faiblit pas avec le temps, grâce à l'implication de quasiment tous les centres de la Société de néphrologie pédiatrique. Là, c'est juste pour dire que voilà, il y a plus de 40 centres maintenant et que tout le monde est actif, bien sûr, à hauteur de son bassin de population. On passe à la deuxième étape. Bon, ça marche et tout ça, on fait des trucs bien, mais à quoi ça sert et surtout, est-ce que ça va être valorisable d'une façon ou d'une autre? Parce que derrière, il y a des moyens. Donc, en avant-première, j'ai le plaisir de vous annoncer que le premier article est en passe d'être publié, en tout cas a été accepté avec des révisions mineures qui sont juste des révisions de forme dans Pédiatric Néphrologie. Alors, c'est pas le Lancet, c'est pas New England, mais on commence et puis petit à petit, on, on commence et petit à petit, on va monter. Là, c'est juste
projet en lui-même et le principe. En tout cas, vu les retours des reviewers, ils sont tous très intéressés du concept. En gros, beaucoup des remarques, c'était bon, et quand est-ce que vous vous mettez à l'international et quand est-ce que vous passez à l'adulte, etc. On va dire, on n'était pas encore là, certainement pas, parce qu'on a des problèmes à régler avant. Le premier, qui intéresse en premier lieu les anciens et les nouveaux coordonnateurs de la filière, va être le modèle économique. Le modèle économique qu'on avait vendu au départ était le suivant auprès de la filière, c'est, bon, on a besoin d'un crédit d'amorçage. Je ne mets pas de date exacte parce que la date a été l'amorçage est de plus en plus long, a été comment dire, prolongé au fur et à mesure, mais sans faille de la part de la filière, et c'est bien ça qui nous a vraiment aidé et amené jusqu'ici, et avec l'idée derrière que les appels à projets, en tout cas les financements obtenus par le biais d'appels à projets, sont permis par l'établissement de cette cohorte, permettront de prendre le relais petit à petit. De façon récente, je me suis un peu intéressé à euh, notamment au point Y, apporté par cette cohorte. Et, euh, euh, et je me suis aperçu que c'était un financement quand même assez significatif, en tout cas plus important que le crédit d'amorçage de la cohorte. Donc là, les surfaces des carrés ou des rectangles ne sont pas les bons, hein. C'est simplement que là, c'est plus des perspectives et des discussions qui sont en cours. Du coup, j'ai de façon un peu, on va dire, anodine, demandé combien il y avait points Y qui étaient, combien il y avait d'euros correspondant aux points Y qui étaient arrivés jusqu'au promoteur, c'est-à-dire le CHU de Limoges. Je sais que le chiffre existe, je l'ai à peu près il m'a été financé, comment dire, donné en off. Il m'a pas encore été officiellement donné parce qu'il est encore bloqué au niveau de la directrice de la direction de la recherche qui n'arrive pas à me le donner encore. Donc, je suis en négociation, mais quand j'ai dit que au bout d'un moment, la filière ne nous croirait plus que c'était un crédit d'amorçage, ils ont dit non, ça serait quand même bête que ça s'arrête cette étude parce qu'elle marche bien, etc. Donc j'ai compris qu'il y avait un petit axe de négociation à ce moment-là. Donc, mais l'idée, il est là. Donc, le schéma est faux, bien sûr, hein, parce que c'est plutôt des triangles qui vont se croiser, etc. Mais l'idée, clairement, c'est qu'avec les points Y que ça engendre, et puis, on espère les appels à projets, je vous en parle juste après, qu'on puisse avoir mais finalement un autofinancement de ce travail de base qui est nécessaire de finalement faire en sorte que les données arrivent. Alors, quels sont les projets et perspectives et du coup les sources potentielles de financement supplémentaires? Pour que ça tourne, on s'est vite aperçu que le format papier, où il fallait mettre à jour les nouvelles versions des consentements et euh, avec les règlements en France à l'heure actuelle, s'il y a une nouvelle étude, il y aura un nouveau consentement. Donc, vous voyez la lourdeur de tout ça, fait qu'il fallait qu'on pense à passer au consentement électronique. Alors, on innove hein, avec cette cohorte-là, c'est-à-dire que déjà, c'est un schéma en termes de design qui n'est pas encore bien établi et qui est encore un peu mouvant. Deuxièmement, au promoteur, il nous a dit, bah, ouais, c'est quoi votre projet? On vous fait la promotion pour combien? 2, 3 ans? Bah, et quand j'ai dit non, 20, 30 ans, on va plutôt discuter. Donc, il a fallu que je réanime un petit peu les personnes qui étaient en face de moi, mais on a obtenu, sous réserve de financement adapté, d'avoir une promotion pour les 15 prochaines années. Donc, ça, c'est déjà ça. Et puis, du coup, là, on innove avec le e-consentement qui, techniquement, existe, mais alors qui, réglementairement, n'existe pas encore. Et du coup, là, pour l'instant, la pilule a un peu du mal à passer à la CNIL. On en est au deux, troisième échange où ils disent oui, oui, c'est bien, c'est ça qu'il faut faire, mais on ne sait pas très bien comment vous dire que c'est ça qu'il faut faire. Bref, normalement, ils nous répondent avant la fin de l'année. D'ici 20 jours, on devrait être fixé si ils ont pas, mais on en est là. Mais l'objectif derrière, c'est que si on a le e-consent, on a l'agilité pour les études à venir, l'optimisation de frais de monitoring, parce que pour l'instant, le CHU de Limoges paye une blinde des gens qui vont dans chacun des centres pour vérifier que le consentement est bien signé par la bonne personne. Si on met tout ça sur Internet, bien sûr, on s'affranchit de ces frais-là. Euh, alors, cette étape sera nécessaire, mais on a déjà des collaborations et des projets qui sont dans les tuyaux. Euh, on est en discussion avec l'équipe de Robert Debré pour finalement s'adosser, en tout cas adosser la cohorte à leur ANR qu'ils viennent d'avoir pour
des études physiopathologiques sur le syndrome néphrotique et notamment avec l'avènement des anticorps antinéphrine ou d'autres futurs marqueurs. Ça, c'est la première chose. Et là, c'est tout récent aussi parce que c'est une collaboration qui est née de la dernière discussion qu'on a eue, enfin, la dernière SNP où on a rencontré, c'est Mariette Domergue, où qui travaille sur les vaccins, notamment les vaccins sur les immunodéprimés et notamment le peu de données qu'il y a et qui était très intéressé par la structure qu'on avait mis en place et qui est en train d'approcher les labos de vaccins pour savoir si on ne pourrait pas travailler avec eux sur les patients qui sont sous le CEL7, les patients qui sont sous anticalcineurine et qu'on vaccine pour avoir ne serait-ce que des données de tolérance, des données d'efficacité en vie réelle. Donc là, c'est des projets qui, j'espère, vont se développer au courant 2025. Et puis, là, celui-ci, c'est un projet c'est un petit peu comme le projet qui a été présenté tout à l'heure par Sandrine Lemoine sur des appels à projets qui vont d'une année à l'autre. Je vous avais présenté ça en 2023. On a été recalé pour des bêtes raisons techniques et on est encore en lice pour 2024. C'est un projet qui fait le lien avec un peu ce qui a été discuté au début avec la place du patient, notamment dans les filières. L'idée du premier essai prospectif qu'on voudrait faire dans la cohorte, c'est un essai qui a aussi preuve de concept du côté prospectif de ce projet-là. Donc, pas très compliqué, on ne va pas faire des biothérapies, etc. Mais c'est finalement de faire un essai où on comparerait la qualité des données qui sont récupérées de façon classique, c'est-à-dire que là, les comptes rendus sont générés par chacun d'entre les investigateurs, remontés au niveau régional, remontés dans la base. Et là, l'idée, c'est que en dehors des résultats de la biopsie, euh, toutes les données qu'on récupère, les patients les ont, les parents les ont. Alors, est-ce qu'ils savent bien ou pas les interpréter? C'est une question. C'est aussi une question pour les techniciens de recherche clinique qui changent régulièrement dans les régions et qui doivent être formés sur la bonne interprétation euh, des, des comptes rendus. Et du coup, le pari est fait que, enfin, en tout cas, la question qu'on voudrait poser, c'est si la qualité des données est vraiment différente entre les deux voies et si ça pourrait pas être une voie d'avenir pour finalement alimenter la cohorte et repositionner les professionnels de recherche clinique sur des sujets qui sont encore plus leur domaine et où il y a encore plus de valeur ajoutée de leur part. Et bien sûr, il y a, comme ça a été discuté aussi pour le projet sur la transition, on travaille avec des chercheurs en sciences sociales, là, des sociologues, sur l'implication pour les familles, pour les patients, d'être acteurs de la recherche. Il y a tout un pan du travail, enfin, de questions extrêmement intéressantes à ce sujet-là. En conclusion, c'est clairement un projet de recherche structurant et inclusif parce que même les tout petits centres de la Société de néphrologie pédiatrique peuvent y participer et y participent activement et c'est pour ça que ça ne faiblit pas. Ça aurait été impossible sans le financement d'Orchid. Donc, encore une fois, merci au bureau d'Orchid qui nous a suivis et qui nous a soutenus pendant tout ce temps-là. Et on l'espère avec les projets que je vous ai montrés, que c'est une opportunité pour l'avenir, à la fois pour les patients au syndrome néphrotique, mais peut-être sur un concept qui pourrait se développer dans d'autres maladies. Merci.